à tous et merci d'être une fois encore des nôtres. CES et agents, moyen par excellence pour valider les thèmes de mémoire et de thèse à l'université d'Abomey-Calavi. Scandaleux, sans doute à entendre, mais loin d'être, mesdames, messieurs, de l'opprobre. Sur le prestigieux haut lieu du savoir, cette accession est le fruit des résultats de recherche conduites par les professionnels des médias, et ce, dans le cadre du projet pour le développement des médias. Un projet initié par la Maison des médias du Bénin avec l'appui financier et technique de Open Society Initiative for West Africa, OSIWA. Mais pourquoi en est-on encore à ce stade, en dépit des nombreux efforts fournis de par le passé en vue de l'assainissement de ce haut lieu de savoir? Un retournement heureux de situation est-il enfin envisageable et dans quelles conditions? Autant de questions que nous passerons dans un instant en revue. Et 100% Bénin, le numéro du jour, vous l'avez compris, se propose de vous faire découvrir, pour vous qui l'apprenez, et redécouvrir, vous qui le saviez par le passé, cette face hideuse du haut lieu du savoir dont le toilettage, pour nombre d'observateurs, devient plus qu'impérieux. Ce sera autour du thème centres universitaires au Bénin, carrefour de rivalité, vertu et vice. L'instant débat, mesdames, messieurs, ce sera avec le principal auteur des recherches ayant inspiré l'émission du jour. Et déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Romuald Lobo, journaliste d'investigation. Il est le directeur de rédaction d'éducation. Il a donc accepté de nous accompagner. Vous le découvrez déjà sur votre petit écran. Romuald Lobo, bonjour. Bonjour à vous, Joël Yetondi. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de Sika TV. Merci. C'est un plaisir, un honneur et un bonheur pour moi d'être sur ce plateau avec vous, Joël Yetondi. En tout cas, nous sommes honorés pour ceux qui s'interrogent s'il y a encore de journalistes d'investigation dans ce pays. Eh bien, il y en a. Et vous allez le suivre tout à l'heure. En face de lui, pour nous aider à mieux comprendre ce sujet, l'un des porte-voix du milieu universitaire, Samuel Clétoé. Il est le secrétaire général de l'UNSEB, session Université d'Abomey-Calavi. Il s'est rendu disponible rien que pour cet instant. Décryptage, 45 minutes durant. Il sera donc à notre côté. Samuel Clétoé, bonjour. Bonjour, monsieur Joël Yetondi. Et merci d'être là à nos côtés. Je vous en prie. CES et argent en milieu universitaire. Pour d'aucuns, ça sort de l'entendement. Mais pour certains, en tout cas, ce n'est qu'une banalité. Qu'en est-il réellement? Eh bien, ils sont un certain nombre à se dire qu'il vaut mieux aller au contact des faits pour mieux les apprécier. De ceux-là, on compte désormais un journaliste qui n'est plus à présenter, oui, Romuald Lobo. Romuald Lobo, sommairement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette grande sortie qui vous a pris plusieurs jours, mais avec un résultat pour le moins élogieux? C'est tout à fait vrai, Joël Yetondi. Vous savez, l'enquête est un genre journalistique extrêmement complexe, ne va pas au charbon. Les débutants journalistes, il faut être d'une certaine expérience donnée pour aller sur le terrain parce que c'est le genre des gens, c'est un genre noble. Et donc, l'investigation appelle forcément des difficultés qu'il faut intelligemment contourner en tant que professionnel des médias. Vous savez mieux que moi que nous y avons été préparés. Et donc, nous avons fait notre travail comme cela se doit, en allant sur le terrain, en recueillant les dénonciations de part et d'autre, en optant pour la contradiction, bien évidemment, en donnant la parole aux supposés bourreaux, aux supposés enseignants qui s'adonnent à ces genres de pratiques que nous avons dénoncées dans notre enquête. Nous avons également donné la parole aux victimes qui, du reste, également sont complices de la situation parce que vous savez qu'il n'y a jamais de corruption, il n'y a jamais de corrupteur sans corrompu. Donc, lorsque vous êtes obligé donc de vous rendre disponible pour pouvoir satisfaire un certain nombre d'exigences de votre corrupteur, eh bien, de fait, vous devenez corrompu, vous aussi. Donc, nous avons essayé donc de diversifier les sources d'informations. Vous savez que ce n'est pas facile lorsque vous conduisez une enquête de témoigner à visage découvert, surtout lorsque vous êtes encore
étudiants sur le campus et que ceux dont vous citez les noms, ceux que vous dénoncez, vous êtes appelés à les revoir à un niveau encore plus supérieur. Si vous êtes, je donne un exemple, si vous êtes en année de licence, forcément, si vous devez poursuivre vos études sur le campus, vous devez vous attendre à retrouver ces mêmes que vous dénoncez là au niveau master et au niveau supérieur. Les témoignages ont été faits sous anonymat? Alors, non, pas du tout. Nous avons eu des témoignages à visage découvert. Et pour éviter que ces témoins ne subissent des représailles pour la suite et pour la continuité et l'achèvement de leurs études à l'université d'Abomey-Calavi, nous avons été obligés de les citer sous anonymat pour éviter que ces professeurs ne fassent de la récupération et qu'ils ne les empêchent de continuer sereinement, de poursuivre leurs études universitaires sur le campus pour ceux d'entre eux qui sont dans des conditions de rançonnement en attente de soutenance. Votre cible, ça a été justement ceux de ces étudiants en année de soutenance. Exactement. De façon concrète, qu'est-ce qu'on peut retenir avec cette cible? Merci beaucoup, Joël, pour cette intelligente question. Je me dois, avant de rentrer dans les détails des résultats de mon enquête, rendre hommage à des enseignants sur le campus universitaire qui font honorablement et admirablement leur travail en respectant les tests d'encadrement de mémoire sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Il y en a qui accomplissent dignement leur boulot, leur job, et c'est le lieu pour moi de leur rendre un hommage mérité et les encourager à continuer sur cette lancée en tant qu'enseignants vertueux et à continuer par diriger les mémoires dans les conditions définies par les tests qui encadrent les directions de mémoire à l'université d'Abomey-Calavi. Mais comme dans toutes les corporations, il y a toujours des brebis galeuses. Alors, il y a de ces enseignants-là qui rançonnent les pauvres étudiants. Notre enquête, le sujet est parti d'où? Nous avons eu des plaintes qui se faisaient persistantes et qui nous parvenaient à notre rédaction à Éducation, des étudiants à qui des enseignants supposés encadrer, diriger les mémoires, demandaient de l'argent, exigeaient de l'argent avant de conduire le mémoire. Alors, certains sont même venus nous voir pour nous demander de les aider à payer le montant exigé par l'enseignant afin d'obtenir le bon à déposer de ces mémoires-là pour le dépôt, la validation, la programmation en vue de la soutenance. Moi, je suis tombé des nues quand j'ai appris ça, et pas de la bouche d'un étudiant, pas de la bouche de 2 étudiants, pas de la bouche de 3 étudiants. Alors, je me suis dit, en journaliste, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur le terrain. Il faut aller vérifier si les faits dénoncés sont avérés. Il faut aller donner la parole aux auteurs supposés, s'adonner à cette vile et vilaine pratique qui avilit ce haut lieu du savoir pour en savoir de quoi retourne cette pratique-là, de quoi retourne cette dénonciation. Alors vous avez ce réflexe. Mais avant d'aller à ce réflexe, dites, ceux-là qui se sont adressés à vous et qui avaient besoin de ce soutien, comment ça s'est géré? Vous les avez accompagnés financièrement ou vous avez dû taper à des portes pour les aider? Comment ça s'est géré? Vous savez que nous exerçons un métier, nous sommes journalistes. Le journaliste n'est pas un riche, il vit modestement sa vie. Je n'en avais pas pour donner, et si j'en avais, je n'en donnerais pas parce que c'est de la corruption, simplement. Parce que avant de donner, il faut déjà s'assurer de ce que prévoient les tests en la matière. Est-ce que les tests mis à disposition par le vice-rectorat en charge des affaires académiques fait obligation à un enseignant qui dirige un mémoire de licence de prendre de l'argent auprès de l'étudiant avant d'accepter de diriger ce travail? Si les tests l'avaient prévu, volontiers, j'aurais aidé les plaignants. Mais je suis allé fouiller au niveau du vice-rectorat en charge des affaires académiques. J'ai donné la parole au recteur Zanou pour lui demander, mais que disent les tests en matière d'encadrement de mémoire à l'université d'Abomey-Calavi? Le recteur m'a répondu, sans détour, il n'est exigé aucun franc aux étudiants avant d'accepter de conduire leur mémoire, de diriger leur mémoire jusqu'au dépôt du mémoire, jusqu'à la validation du mémoire. Pas
pas un seul copec. Mais alors, est-ce qu'il vous a dit que telle information est mise à disposition des étudiants? Ah oui, absolument. Absolument. Et écoutez, les étudiants le savent, mais les enseignants aussi le savent. Mais en réalité, il y a ce que disent vos thèses, mais moi, je m'engage à faire ce que je veux. Et c'est de ça qu'il est question. De sorte qu'on met la pression. Le mode opératoire, il est tout simple. Cher ami Joël, je suis enseignant. Je dois diriger votre mémoire. Vous n'êtes pas obligé ou vous n'avez pas le devoir de me donner quelque chose. Vous n'avez pas à me donner un franc. Je vous rencontre, je discute du thème de votre mémoire avec vous, je le reformule au besoin. J'encadre le travail, je réoriente pédagogiquement le travail, scientifiquement le travail. Je discute des résultats avec vous, des hypothèses avec vous, les discussions, les interprétations des résultats avec vous, jusqu'à finir scientifiquement et techniquement le travail. Je n'ai pas un rond à payer en tant que mémorant à cet encadrant de mémoire simplement parce que dans la scolarité que j'ai déjà payée pour faire valider mon inscription à l'université, les frais d'encadrement de mémoire pour certaines facultés, eh bien, ils sont compris. L'enseignant est payé pour ça. Il a son salaire pour ça. Il n'a pas à demander un seul copec à un étudiant avant d'accepter de diriger son mémoire. Par contre, s'il pense qu'il y a des poches de résistance et que lui ne veut pas y aller, il peut trouver de subterfuges pour dire « je ne veux pas encadrer ce mémoire-là ». Personne ne lui demandera des comptes. Voyez-vous, il est libre d'accepter de diriger ce mémoire comme ne pas accepter de diriger le mémoire. Mais à partir du moment où il s'engage à diriger ce mémoire, il n'a pas un franc à réclamer au mémorant. Malheureusement, c'est le contraire qui se passe sur le campus. Vous permettez, avant qu'on évolue, oui, Samuel Clotoré, vous qui êtes en permanence sur le campus, vous avez suivi Romuald Lobo présentant un peu le tableau de la réalité qui d'abord a effleuré ses oreilles à travers ses plaintes, ses sollicitations. Ce n'était pas des plaintes au départ, c'est des sollicitations d'étudiants. Ensuite, à la lueur où ça allait, il s'est rendu compte que ça, c'est plutôt une situation à dénoncer au regard des tests. Vous qui êtes responsable d'étudiants, ces échos continuent-ils de vous parvenir ou tout ce qu'il vient d'exposer paraît tout nouveau pour vous? Monsieur Joël, d'abord, je vous remercie pour la question et surtout pour le débat. Parce qu'il faut notifier que c'est un problème qui sévit depuis. C'est un fléau. C'est un fléau qui sévit à l'université. C'est là justement ma crainte. On savait que de par le passé, il y avait ce phénomène. Il y a eu même des dénonciations qui ont généré des tollés qu'on ne va plus rappeler ici. Mais là, vous avez sorti un mot plutôt nouveau, un fléau. C'est un fléau. Donc ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur. Dans la mesure où les professeurs, ils sont en train de mettre en place maintenant un réseau, en réalité, pour rien que ça. Un réseau. Il y a un réseau pour rançonner les étudiants et surtout pour aller au CES avec les étudiants. S'il vous plaît, faites attention aux mots là. Un réseau dans ce sens-là? Parce que quand vous parlez de réseau, même pour aller au CES, comme vous le dites, ben, ce ne serait pas loin de la prostitution. Monsieur Joël, je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots parce que nous sommes dans la maison. Et nous savons combien de plaintes nous recevons au jour le jour. Au jour le jour? Au jour le jour, nous savons combien de... Une fois en passant, vous dites au jour le jour? Très souvent, nous recevons des plaintes. Des camarades étudiants qui souvent pas anonymat. Parce qu'ils ont peur des représailles. Car en réalité, ces professeurs, ils sont prêts à tout. Qu'est-ce que ça signifie? Être dans l'illégalité et être prêt à tout, ça rime à quoi? Ils sont dans l'illégalité et ils sont prêts à tout pour poser des barrières pour l'étudiant. Parce que s'ils savent aujourd'hui que toi, tu les dénonces, c'est comment faire pour te barrer les portes un peu pour que tu n'aies plus ton diplôme. Et ils sont prêts à le faire. Je vais vous raconter une situation. Un camarade qui a narré cette situation, il faut que je vous dise la vérité, nous avons pleuré. Il faut garder son nom. Nous avons pleuré, oui. Il avait même requis l'anonymat.
il avait fait d'accident. Et il était en année de mémoire. Il a eu à faire d'accident. En plus, il est allé chez le professeur. D'abord, il a redoublé 2 fois. Et il se posait la question, pourquoi je redouble? Et c'est là on lui disait que le professeur, avant qu'il ne te permette de franchir cette étape, tu dois lui donner de l'argent. Mais on s'est posé la question que pourquoi lui va travailler et il n'aura pas son diplôme. Et c'est là qu'il s'est rapproché du monsieur. Et le monsieur lui a confirmé ça. Et il nous a dit que c'est dans la pluie au niveau du département qu'il est allé voir le professeur. Et c'est là qu'il a donné l'argent. Et sur place, il a eu son diplôme. Sur place? Sur place. C'est le professeur dont tu sifflais, c'est pas le professeur qui donne le diplôme, non? Mais sur place, que je dis, c'est pas synonyme que c'est sur place là, il a eu, mais okay. Il a donné l'aval, il a corrigé les choses et l'étudiant est rentré en possession de son diplôme. Donc c'est en réalité, c'est une situation que nous vivons au quotidien à l'université. Mais nous, on se pose toujours la question de savoir quand est-ce que ça va finir. Comment vous allez vous poser la question de savoir quand est-ce que ça va finir? Quand vous avez été saisi d'une situation, par exemple, comme celle-là, vous avez des pouvoirs en votre possession. C'est pourquoi vous êtes d'ailleurs responsable. Qu'avez-vous pu faire? Exactement. Quand nous recevons ces plaintes, qu'est-ce que nous faisons d'habitude? On se rend vers l'enseignant qui est cité pour lui présenter les faits et avoir sa version des faits. Souvent, ils se mettent à nier. Eux tous, ils vont nier que non, qu'ils sont des enseignants qui tiennent à leur tour, tout ça là. Après cela, on remonte, on saisit les autorités compétentes, à savoir le ministère de l'enseignement supérieur par exemple. Mais eux aussi négligent. Ils négligent. Et quand eux vous reçoivent souvent ces autorités, c'est pour vous demander des preuves. On vous demande des preuves. Le moment où vous réunissez les preuves, on ne sait pas comment le problème se passe. C'est pourquoi vous disiez que c'est un réseau. Vous repartez chez le camarade vous dit qu'ils ont mené une pression morale sur lui. Et que si lui vous parle, qu'il va perdre son diplôme. Et c'est là où on se retrouve finalement sans preuve. Donc c'est comme ça le problème se pose à l'université de la Aujourd'hui, vous-même, vous êtes en définitive impuissant face au problème. Nous faisons ce que nous pouvons. Vous faites ce que vous pouvez. Avant de revenir vers vous, est-ce que dans les démarches, vous vous êtes rendu compte que oui, il y a des efforts qui se font par des responsables estudiantins, mais à ce niveau encore, il y a des goulots d'étranglement, comme a semblé le dire tout à l'heure votre visage. Mais c'est vrai, il a caricaturer la situation, il a illustré également avec un exemple qu'il vous a donné. Mais croyez-moi, dans cette démarche-là, réunir les preuves relève d'une difficulté majeure. Parce qu'en réalité, il est difficile d'apporter la preuve qu'un enseignant vous a donné rendez-vous dans une chambre de passage, dans une chambre d'hôtel. Il est également difficile puisque l'enseignant, en vous prenant de l'argent, ne vous donne pas une quittance, il ne vous donne pas une facture. Et donc, c'est difficile de prouver que votre travail est nickel. Il faut déposer le travail. Il faut requérir la signature de quelqu'un pour déposer le travail qui conditionne cette signature-là au paiement d'une certaine rançon, d'un certain montant, et que vous n'avez pas la chance ou vous n'avez pas autre choix. Vous ne pouvez pas lui réclamer une facture ou une quittance. Et le problème que je vous décrivais, la méthode tout à l'heure que je vous décrivais, cher Joël, c'est que vous n'êtes pas directement en contact avec l'enseignant. L'enseignant missionne quelqu'un, un collaborateur à lui. C'est-à-dire que pour une première prise de contact, nous discutons du thème du mémoire, nous le reformulons au besoin, mais l'enseignant n'a que maximum 1 heure de temps à vous consacrer pour les échanges autour de la reformulation du thème, l'angle qu'il faut aborder et tout, les hypothèses possibles et tout. Mais en réalité, c'est à vous que revient le grand travail. L'enseignant n'a peut-être pas que vous seul qu'il dirige. Alors, il vous met en contact
avec un collaborateur à lui pour vous dire désormais, c'est l'interface entre vous et moi. Donc, si vous devez me parler, parlez à celui-là. Il remonte vos problèmes à moi et puis on trouvera solution. Et l'enseignant disparaît. Vous n'avez que comme vis-à-vis l'interface, le collaborateur de l'enseignant, qui est un masterisant ou qui est un doctorant, qui travaille avec l'enseignant. Alors, il discute avec vous, mais c'est lui qui vient directement vous dire, parce que l'enseignant, il se cache, il le met devant, et il vous dit, ben, l'enseignant a dit pour valider votre travail que vous avez si qualitativement conduit, vous devez verser 100 000 francs CFA. C'est l'enseignant qui le réclame. Alors, vous appelez l'enseignant directement pour vérifier si c'est lui qui était demandeur de l'argent. L'enseignant vous dit, ne me rappelez pas, ne me rappelez plus, parce que je vous ai déjà mis en contact avec quelqu'un. Et c'est avec lui que vous devez discuter. Alors, vous n'avez pas autre choix, cher ami Joël. Si vous tenez à votre diplôme, à finir, à soutenir, parce que vous avez une opportunité d'emploi qui vous attend et que vous devez rapidement prendre votre diplôme et aller postuler à cet emploi-là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire, cher ami? Je comprends les étudiants qui, de fait ou par pression ou par obligation, se voient obligés de céder aux caprices des enseignants qui s'adonnent à de pareilles pratiques. Mais le problème en réalité qui fait que beaucoup se plaignent, c'est que tous les étudiants sur le campus n'ont pas les moyens. Vous avez des gens qui viennent de Banikouara, de Kouandé, de parents cultivateurs qui n'ont pas ce montant-là à donner à leurs enfants pour qu'ils payent en retour, pour qu'ils cèdent aux caprices de ces enseignants-là. Et ce sont ces enfants-là qui viennent à nous pour nous dire, vous êtes journaliste, vous êtes du secteur de l'éducation, voici les difficultés que nous avons avec tel enseignant. Et j'ai des noms, nous sommes sur un plateau sérieux, oui. Je suis journaliste pour des raisons d'éthique. Je me refuse de donner de ces noms-là, des noms de ces enseignants-là, mais nous avons eu des noms. Et lorsque nous sommes allés... Dit d'ailleurs que vous avez pu rencontrer... ces enseignants, certains, et je peux vous dire, il y a... Quand vous êtes approché d'eux, oui. Quels ont été d'abord les échanges que vous avez eus? D'abord, écoutez, je suis directement allé droit au but, d'accord? J'ai discuté avec un enseignant, lui faisant croire que c'est mon épouse qui est dans la situation, mais que je suis journaliste. Alors, si mon épouse en arrivait à vous faire encaisser le montant que vous exigez, je mets ça sur la place publique. Et je suis allé le voir avec ma jeune sœur que j'ai prise pour épouse, pour couvrir ces étudiants qui sont dans le cas. Mais il m'a dit, on peut gérer son cas à elle. Il vous a dit, on peut gérer son cas à elle. Sous-entendu qu'il a plusieurs cas. C'est ça, sous-entendu que parce que je suis journaliste et que c'est mon épouse, eh bien, écoutez, il ne faut pas que ça aille sur la place publique. On peut fermer les yeux sur ça et elle peut obtenir son bon à déposer. La signature de l'enseignant qui l'oblige à faire valider son mémoire en vue de la soutenance, en vue de la programmation pour la soutenance. Donc, moi, on a pu gérer, moi, mon cas. Mais qu'en est-il de la gestion des cas des autres étudiants et étudiantes dont les parents ne sont pas fortunés ou qui ne signent pas, et on dit, pour faire influence en tant que journaliste? Mais qu'est-ce qu'on fait de ces cas-là? Et je suis allé voir le vice-recteur, j'ai échangé avec le vice-recteur qui spontanément m'a reçu. En dépit de son agenda très chargé, il était hors du pays. Il est revenu rapidement, il m'a reçu, on a échangé. Mais le vice-recteur n'a pas nié l'existence de ces cas-là. Mais il m'a dit, il est difficile de réunir les preuves. Si on a les preuves, ou si, exactement, ou si les étudiants viennent se plaindre au rectorat à visage découvert, dénoncent, citent nommément des noms, eh bien le rectorat prendra ses responsabilités. Mais vous comprenez la peine, et moi je me mets dans la peau de ces étudiants-là qui ne peuvent pas aller aux dénonciations simplement parce qu'ils n'ont pas fini
avec l'université. Ces enseignants qu'ils dénoncent aujourd'hui, ils peuvent avoir besoin de ces enseignants-là demain. Ont été évoqués avec le vice-recteur. Absolument. Si le problème ne date pas de maintenant, eh bien, de ce point de vue, quels ont été ses apports pour permettre à ceux qui souffrent de ces situations qu'ils aient le courage de venir vraiment dénoncer? D'abord, je suis tout à fait d'accord avec le vice-recteur sur des propositions qu'il a eu à faire. La première proposition que je partage entièrement avec lui, les mémorants et les thésards sont ignorants des tests qui organisent les conditions ou qui organisent les encadrements et les directions de mémoire et de thèse à l'université. Beaucoup ne savent pas que les enseignants encadrants n'ont pas à recevoir un COPEC des étudiants. C'est la première chose. Donc, il faut vulgariser le règlement pédagogique de l'université de sorte que tous les mémorants, tous les étudiants soient au même niveau d'information. Avant d'aller au second, oui. Mais Samuel, justement sur ce point-là, je trouve une fois encore que vous êtes interpellé, que les étudiants ne sachent pas les tests qui gouvernent leur environnement de travail. On peut se demander, mais vous jouez quel rôle là? Monsieur le journaliste, je pense que les étudiants savent. Les étudiants savent, puisque nous menons souvent des séances de vulgarisation des tests. Et on dit souvent, quand un test est mis en exécution, en tant qu'un étudiant conscient, jusqu'en année de master, il doit prendre ces tests pour dire, je suis en thèse par exemple en thèse. Quels sont les tests qui cadrent mon diplôme? Donc, on ne peut pas dire que l'étudiant n'a pas connaissance des tests. Mais le problème qui est là, c'est ailleurs. Le problème qui est là, c'est au niveau du système universitaire. Quand je parlais, le système lui-même. Quand je parlais de réseau, c'est quoi? C'est que les enseignants eux-mêmes, entre eux, ils sont en connivence. De telle sorte que l'enseignant est comme un super Dieu. Si l'enseignant est déjà dans une posture de quelqu'un qui est comme un Dieu, l'étudiant a déjà peur pour dénoncer. Mais nous, qui au jour le jour, nous dénonçons parce que nous avons fait nous avons effectué des dénonciations par le passé. Ça a abouti. Il y a des enseignants qui ont été interpellés, qui sont actuellement même en prison civile de Misrété. Ah bon? Pour ces dossiers-là? Oui, pour ces dossiers. Absolument. Il y a... je ne veux pas de nom, merci. Mais qui sont nous avons mené des dénonciations. Mais si nous menons des dénonciations, déjà, il faut que la communauté estudiantine sache véritablement que il y a des tests qui disent qu'on ne doit pas payer de l'argent. Donc, nous ne devons pas payer. Mais ils sont impuissants, c'est de l'impuissance. C'est parce que les enseignants sont, comme je le disais, comme des super dieux, des hommes puissants. Et pour eux, avec leur puissance, pour eux, ils peuvent obtenir tout. Qu'est-ce qui fait cette puissance-là? D'abord, quand l'enseignant, il n'y a pas un système qui est matériel, la compétence de l'étudiant. Quand l'enseignant peut, à son bon vouloir, dire que celui-ci n'a pas telle note. Il n'y a pas de système de contrôle pour s'assurer que c'est vraiment la note que l'étudiant mérite. Il n'y a pas ce système là. Donc l'enseignant peut se mettre dans son bureau et dire je donne 5 à celui-ci, malgré que ce dernier mérite 20. Donc ça veut dire qu'il a une puissance. Et il peut user de cette puissance pour obtenir ce qu'il veut. Et c'est suffisamment grave. Là, c'est vraiment à prendre au sérieux. Oui, Lobo, vous parlez d'une seconde proposition, mais ce qu'il dit là, c'est vraiment inquiétant. Si le système est tel que, c'est ce que vous décidez qui passe et qu'il n'y a pas un autre système de contrôle, ça devient effectivement compliqué. Écoutez, on fait du chantage aussi. Oui, absolument, ce n'est pas exclu. Vous savez, approcher certains enseignants ont essayé de justifier la chose, cher ami Joël Yetonji. Vous savez, ce que nous dénonçons n'est pas un fait nouveau, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans vos propos introductif, ce n'est pas un fait nouveau. Ça, le sexe et l'argent ont toujours existé à l'université, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, c'est devenu un fléau, effectivement. Mais lorsque approché, nous avons cherché à en connaître les causes. Parce que lorsque vous ne connaissez pas les causes, vous ne pouvez pas réfléchir à trouver une solution, une thérapie de choc
pour pouvoir arrêter la saignée. Eh bien, les enseignants se sont justifiés lorsque, initialement, par le passé, c'est le ministère qui permet aux enseignants, qui supportent les frais d'inscription des enseignants au CAMES et tout, et que aujourd'hui, avec la réforme du CAMES, avec ce que dit les nouveaux tests et entérinés par le ministère de tutelle, le ministère de l'enseignement supérieur, validé en Conseil des ministres, qui dit désormais l'enseignant lui-même supporte ses frais et ses charges pour l'inscription au CAMES. Vous voulez que l'enseignant fasse quoi? C'est la question. Lorsque oui, mais attendez, ce qu'on apprend, absolument, mais lorsque ça paraît scandaleux parce que pour certains enseignants approchés, enquêtés, mais ils ont laissé comprendre que lorsque l'enseignant doit faire des recherches, d'accord, faire des publications dans des revues scientifiques, valider son inscription sur la liste d'aptitude du CAMES, voyez-vous, et qu'il en sort avec une ardoise de près de 5 millions de francs CFA que supportait préalablement le ministère de tutelle et qu'aujourd'hui, c'est lui, personnellement, qui le paye. Alors, souffrez que lui répercute ça sur les étudiants puisque c'est lui qui transmet par la suite le savoir aux étudiants et donc, de fait, celui qui supporte en dernier ressort l'inscription de cet enseignant-là sur la liste d'aptitude de CAMES, c'est bien l'étudiant, le mémoire. Donc, c'est une fois, on dit, oui, vous nous retirez le biberon, mais pas derrière, nous avons la possibilité de contourner le retrait de ce biberon-là pour continuer par nous allaiter. Ce que nous faisons, c'est du sérieux remis à l'Ougou. Alors, mais absolument, ce que je dis est sérieux, Joël. Tout en vous suivant là, je dis, OK, on en tire comme conclusion que l'autorité devra battre sa coupe. Et puis, tirer les conclusions qui s'imposent, que ce n'est certainement pas une décision sage. Mais alors, avec un peu de recul, et j'imagine que vous l'avez souligné à cet enseignant qui s'est permis de tenir ses propos, que ces réformes sont bien récentes. Et bien sûr. Mais ce dont vous parlez, ça fait bien vieux. Oui, justement, ce que je dis... Et puis je ne sais pas si vous lui avez demandé, alors si c'est vraiment pour leurs documents de fin de formation et autres, le droit de CUSA vient chercher quoi là? Je vous l'explique, cher ami Joël. Ce que vous dites n'est pas dénué de sens, mais vous avez dit que c'est bien récent. Mais non, on l'a dit plus haut que ça a toujours existé, le cesse et l'agent à l'université, tout à fait. Dans les lieux du savoir. Et que ça a pris une proportion assez inquiétante aujourd'hui. Exactement, donc, il faut l'arrêter. Voilà. Et donc, si on n'avait pas mis assez ce volume de montant dans le dispositif hier, aujourd'hui, vous convenez avec moi que le montant injecté dans le dispositif est plus colossal que ce qui se fait hier. Parce que lorsque vous justifiez ça, moi, je trouve que cette justification ne m'a pas convaincu, mais c'est aussi un angle du sujet que l'on peut traiter pour voir dans quelle mesure, parce qu'aujourd'hui, vous savez que si on n'avait pas retiré le droit de grève, pour cette mesure-là, les enseignants seraient allés en grève. Et ils auraient pu observer la grève pour ça, pour dire non, ça ne peut pas se passer comme ça parce que dans d'autres pays, c'est le ministère de l'enseignement supérieur qui accompagne. Mais ils ne l'ont pas fait, ils subissent. Et en subissant, ils trouvent la formule pour contourner cette barrière-là. Chers autorités, vous êtes à l'écoute. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut combattre cette justification qui n'a rien de scientifique et de plausible. Voilà. Mais c'est là, la réalité, elle est là, parce que lorsque vous avez déjà habitué des gens pendant des années à les supporter, à les accompagner pour aller au CAMES, et qu'aujourd'hui, vous leur dites, vous devez vous débrouiller pour y aller. La responsabilité également de l'État est engagée. J'abordais les solutions. La seconde solution, c'est que... Avant d'aller à la seconde solution, mais en termes de cause, c'est la cause fondamentale, c'est ça? L'autre cause, c'est que c'est une question d'éducation. Lorsque vous êtes un père de famille, et que Dieu vous a donné la chance de d'être devant vos enfants, de donner le savoir, de transmettre le savoir à vos enfants, vous ne pouvez pas négocier le sexe à vos enfants. Et c'est pour ça que je dis que c'est une question d'éducation. Lorsque vous avez des gens qui sont des sexologues, qui ne vivent que du sexe, c'est une maladie en réalité pour des gens qui ne supportent pas de voir leur fille passer devant eux sans jeter un coup d'œil sur leurs fesses, et que vous êtes enseignant, vous faites du trafic d'influence parce que
vous avez cherché à connaître cette fille-là, à aller au lit avec cette fille-là, qui s'est débinée, qui a trouvé des subterfuges pour contourner cette drague-là, mais vous lui donnez rendez-vous au carrefour. Ce carrefour-là, c'est la soutenance. Vous pesez de tout votre poids. Si malheureusement le thème qu'elle choisit relève de votre, je dirais, de votre spécialité, eh bien, vous dirigez son travail. Et c'est là où les règlements de compte s'invitent. Et donc, lorsque vous n'avez pas d'argent à donner, vous, en tant qu'étudiante, femme, vous avez une seconde possibilité, une seconde chance. C'est que vous donnez vos entrejambes. Si vous ne donnez pas, vous ne payez pas le droit de cuissage, eh bien, votre mémoire est gelée. Samuel, vous avez laissé entendre tout à l'heure, et j'ai vu Romuald acquiescer, qu'il y a de ces enseignants qui aujourd'hui croupissent en prison. On a pu leur mettre la main dessus. Si c'est arrivé, pourquoi ne pas généraliser? Quelle a été la démarche qui a abouti à l'arrestation de ceux-là qu'on ne pourrait pas perpétuer pour décourager les autres? La démarche, c'est que nous sommes allés à des dénonciations publiques. Et la dénonciation a pris de l'ampleur. C'est de l'ampleur qui a permis de démanteler ce réseau-là. C'est ça. Il n'a pas su comment vite éteindre l'ampleur. Sinon, quand nous avions commencé, il était fier qu'on le dénonce. Ah bon? Oui. Il était fier qu'on le dénonce. Parce que je me souviens très bien, nous étions un jour dans son amphithéâtre où je devrais parler. Parce que nous avions sorti une décision concernant l'élection de notre délégué d'amphi, tout ça. Donc, j'ai profité de la situation pour parler de ce qu'il fait. Et il riait. Il était fier qu'on le disait. Donc, il n'a pas compris, il n'a pas su couper la scène. Donc, le truc a pris de l'ampleur, ils étaient obligés de le livrer. C'est ça. C'est une livraison. Les siens. Oui. Ils l'ont livré pour protéger le réseau qui reste. Donc, ce dernier a été présenté comme le mal qui est au cœur de l'appareil universitaire. C'est une stratégie. Donc, autrement, on n'a pas pu démanteler le réseau. On n'a pas pu démanteler le réseau. Ils ont livré certains et les autres continuent toujours. Votre travail, Romuald, c'est pour aller au-delà de ces arrestations et passes. Oui. Donc, en cela, vous avez eu quelques pistes. Oui, évidemment, tout part de la dénonciation. Je vous l'ai dit, nous avons été informés par des dénonciations, par des plaintes, parvenues à notre rédaction avec insistance, à visage découvert, des étudiants. Je vous ai dit, ce n'est pas un étudiant, deux étudiants, trois, plusieurs. D'accord? Et puis, un peu plus tôt, le recteur aussi a eu connaissance de l'information. Le recteur a eu connaissance de ces rumeurs, de ces plaintes-là qui parvenaient au rectorat avec insistance. Et le recteur a pris un arrêté rectoral à l'époque. Il a pris la mesure de ses responsabilités pour dire qu'il menaçait les étudiants, les enseignants qui s'adonnaient à ces genres de pratiques en transformant les bureaux d'enseignants de la doctrine en auberges, étaient menacés de retrait de bureau systématiquement pour satisfaire les enseignants vertueux qui en étaient dans le besoin pour faire correctement le travail. Mais la suite des événements a donné raison au recteur, Maxime Dacruz, que je salue au passage, qui était décidé à assainir, à taper du poing sur la table et à assainir ce milieu-là. Il était prêt à être mangé par ses autres lourds collègues. Mais ça a été diversement apprécié, ça a été critiqué. Les gens ont insulté le recteur, ils l'ont traité de tous les mots. Mais la suite lui a donné raison. Quelqu'un est en prison aujourd'hui. Des étudiants qui se sont volatilisés dans la nature, qui sont en cavale aujourd'hui. Oui. La criette s'est saisie du dossier. Vous voulez dire que des étudiants sont complices aussi de ces agissements? C'est ce que je vous ai dit dès le début de l'émission. Que donc les collaborateurs directs, ce ne sont pas des enseignants. Il y a des étudiants, je vous ai dit, des masterisants, des responsables d'amphi qui sont missionnés par ces enseignants-là. Vous ne pouvez pas aller à ces enseignants supposés encadrer vos mémoires sans passer par ceux-là. C'est comme dans l'évangile où Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Quiconque ne peut aller au Père sans passer par moi. » C'est un peu comme ça.
vous ne pouvez pas aller voir le Dieu encadrant de mémoire sans passer par Jésus-Christ, le masterisant. Donc, c'est pour vous dire que c'est des choses qui existent. Mais ce qu'on va souhaiter aujourd'hui, c'est que les étudiants, notamment les Mimourans, déjà dans la dernière année de soutenance, se demandent quelles sont les conditions de soutenance. Les conditions financières de soutenance. Vous voulez dire que c'est à la dernière minute que les gens découvrent ça? Mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Je vous dis, même quand nous avons reçu des plaintes, nous avons interrogé les étudiants qui sont ignorants de ce que disent les tests. Donc, parce Samuel, que vous avez moi, du travail, avant de me demander de t'aider à payer 100 000, j'ai dit, mais que disent les tests? Beaucoup ont été dans l'incapacité de répondre. Que disent les tests? Est-ce que vous êtes allé au rectorat en charge des affaires académiques? Allez voir le professeur Zanou. Dites au professeur Marcel Zanou que c'est moi qui vous ai envoyé. Que je vais l'appeler moi-même ou lui écrire. Cherchez à comprendre si vous devez payer quelque chose à l'encadreur ou non. Mais beaucoup ne le savent pas. Alors qu'en principe, ils n'avaient pas à payer. Du reste, quand ils apprennent ça, ils téléphonent à leurs parents au village. Ils téléphonent à leurs parents et demandent à leurs parents « Envoyez-moi telle chose parce que je dois payer pour soutenir. » Et le parent qui est là, parce qu'il sait l'éducation qu'il a donnée à son enfant, il sait que son enfant ne peut pas lui mentir, lui soutirer de l'argent de façon ignorante et aveuglément, envoie l'argent et l'intermédiaire récupère. Je ne sais pas si au final l'intermédiaire rend compte à l'enseignant, mais pour les informations que nous avons eues de nos enquêtés, lorsque c'est 100 000 francs, par exemple, ou 150 000 francs. Par exemple, l'intermédiaire prend 50 000, le professeur empoche 100 000. Et si le dépôt du travail. Donc, c'est des choses qui existent, Joël Yetonji. Comment vous avez préconisé une piste là? Et quelle autre piste? La piste majeure aujourd'hui, c'est que les étudiants doivent avoir le courage d'aller à la dénonciation à visage découvert pour la contradiction. Parce que lorsque vous approchez, et il y a les voies de recours. Premièrement, lorsque vous êtes dans ce cas-là, vous vous plaignez à votre responsable d'amphi. Vous vous plaignez ensuite à vos responsables étudiants. Si vous pensez qu'ils sont mouillés comme les autres, ils sont missionnés par les enseignants, contournez cette barrière-là, saisissez le doyen, écrivez au doyen. Si vous pensez que... c'est accessible? Ah, bien sûr. Mais c'est des formalités. Même si le doyen reste fermé, l'histoire retient que vous avez déposé un courrier déchargé pour vous plaindre. Et si, à ce niveau-là, vous n'avez toujours pas satisfaction, saisissez le recteur. Écrivez au recteur. Écrivez au recteur d'Acruz. Il prendra la mesure de la responsabilité. Parce qu'à la suite de la publication de notre enquête, ça, vous ne savez pas, les têtes sont tombées. Des enseignants ont été sanctionnés. Ah bon? Bien sûr, il y a eu une réunion de crise. Le recteur a pris ses responsabilités. Des enseignants ont été affectés. Des enseignants ont été sanctionnés durement. Et je pense que avec ça, les lignes ont commencé par bouger. Même au niveau de l'enseignement supérieur. On a donné la parole au DAC, à Zandekbe Josué, dans le cadre de cette enquête-là, qui a échangé avec nous, mais qui a dit que, évidemment, il ne nie pas l'existence, mais où en est la preuve? Tout se résume à la preuve. Alors que vous savez que lorsque vous convenez avec votre corrupteur d'un montant à payer, vous n'avez pas de quittance, vous n'avez pas de facture. Ouais. Lorsque vous ouvrez les jambes en tant qu'étudiante à votre encadrant de mémoire dans un hôtel, à la suite d'une partie d'entre-gens, vous avez une facture, je ne pense pas. On reviendra sur ces questions. Si vous devez faire rapidement une adresse au vôtre, que diriez-vous depuis ce plateau? Je dirais que les étudiants savent qu'ils doivent dénoncer. Et au-delà de la dénonciation, il y a une autre solution. La solution, M. Joël Yetonji, ce mal va continuer toujours pas perdurer si réellement il n'y a pas une décision politique. Une décision politique. Merci à vous. Une décision politique pour régler définitivement un mal qui semble résister au temps. Monsieur Romuald Lobo, merci pour la contribution. Merci également à vous, Monsieur Samuel Clotoé, chers téléspectateurs. Oui, on comprend une fois encore
il y a encore tant à dire. Demain, c'est un autre jour pour découvrir, pourquoi pas, la suite de cette émission de 7 jours avec les autorités au plus haut niveau. Même pour ce numéro-ci, on va s'en arrêter là et ça va être sur cette citation qu'on ne rappelle plus. Je le cite, je la cite très rapidement. Je demeure convaincu, disait-il Alfred Londres, qu'un journaliste n'est pas un enfant de cœur et que son rôle ne consiste pas à précéder les possessions, la main plongée dans une corbeille de pétales de rose, mais plutôt remuer la plume dans la plaie là où ça fait mal. À très bientôt et prenez soin de vous.